vous amène au cœur de la France, dans ce beau Périgord noir. Nous sommes dans la région de Sarlat. Les pommes salardaises, vous les sentez déjà? Elles sont juste revenues avec un petit peu de graisse d'oie. Les bonnes années, on va rajouter de la truffe bien sûr du Périgord. Et puis, ces vergers qui sont généreux, notamment avec les noix et les châtaignes. Là, ce sont vraiment des produits de saison qui vont venir sur nos marchés, sur les étals, à partir de l'automne et qui vont rester pendant tout l'hiver. Je vous invite à découvrir cette belle région. Et on se retrouve après, je cuisinerai pour vous une recette gourmande de gâteau au chocolat à base de noix et de châtaignes. Ces traditions culinaires se sont répandues bien au-delà de ses frontières. Truffes, cèpes et foie gras confèrent au Périgord noir une renommée toute particulière. Mais sur les rives de la Dordogne, en automne, on trouve aussi des noix ou des châtaignes, deux fruits moins renommés qui ont pourtant marqué l'histoire de ce terroir bien avant les élevages d'oies ou de canards. Idéalement articulé autour de la vallée de la Dordogne et de la Vézère, le Périgord noir est une succession de vallons profonds et de hauteurs boisées à la végétation dense qui lui ont d'ailleurs donné le qualificatif de noir. Sillonner le Périgord noir invite à une étonnante chorégraphie architecturale. Villages perchés, châteaux érigés à même la roche, témoignent d'un temps où il fallait se protéger des invasions. Sur son éperon rocheux, Bennac, le plus vieux d'entre eux, domine toute la vallée. La vieille ville de Sarlat, capitale du Périgord noir, a elle aussi gardé son cachet d'antan. À la limite de l'insalubrité dans les années 50, elle a été totalement restaurée grâce à la loi Malraux de 1962. Et si 2 millions de visiteurs s'y pressent chaque année, ce n'est pas seulement pour ses ruelles aux murs ocre, sa cathédrale ou la maison d'Étienne de la Boétie, mais c'est aussi pour son marché. Un lieu où se retrouvent encore les gens du pays et les passionnés de gastronomie périgourdine comme Francis Lasfargue. Alors on est ici dans le centre historique de la ville, où se tiennent les marchés depuis le Moyen-Âge. Et aujourd'hui encore, c'est là qu'on trouve les bons produits du terroir. Le foie gras, les canards, ce qu'on appelle le gras, qui a certes une connotation qui ne va pas forcément avec la diététique, mais on sait qu'on est ici en Périgord et que c'est un passage obligé pour vraiment toucher à notre gastronomie au plus profond. En véritable passionné de la gastronomie périgourdine, Francis se promène d'étal en étal jusqu'à dénicher les tout derniers cèpes de la saison. La cuisine du Périgord noir, c'est une cuisine somme toute simple. Notre terroir est tellement généreux que c'est vrai qu'ici, avec 2-3 produits, on arrive à faire des chefs-d'œuvre. Ce terroir a de quoi faire pâlir tant il regorge de produits nobles, de produits plus simples aussi et tout autant appréciés. Une belle production, oui. Et puis ça, c'est vraiment les produits de notre terroir. Ah oui, mais c'est pareil. Un autre produit parmi les plus emblématiques du terroir, c'est la noix. Sachant que la noix était une richesse dans nos campagnes parce que c'était à la fois un produit qui était recherché en tant que fruit, mais était recherché aussi le bois de noyer, puisque c'était un bois d'ébénisterie et qui servait notamment à faire les crosses de fusil. Le Périgord noir est certainement l'un des berceaux de la noix. On en retrouve la trace il y a 17 000 ans dans les habitations de l'homme de Cro-Magnon. Deuxième producteur de France, détenteur d'une AOP, il compte aussi la plus grande noyeraie d'Europe et un écomusée à Castelnau-la-Chapelle. C'est là que nous retrouvons son propriétaire, Jean-Pierre Piette. Allez, oui. Donc ça, c'est le marché de Sarlat, le marché aux noix de Sarlat, qui à l'époque, on voit que c'était une grosse activité. C'était une photo qui a été prise au début du siècle dernier.
Puisqu'on voit qu'il n'y a pas d'engin motorisé, il n'y avait que des chevaux, et on voit qu'il y avait beaucoup de monde, quoi. Donc d'où une grosse activité au niveau de la noix en Périgord, quoi, déjà. Dans les années 50, l'économie sur la noix a beaucoup baissé, quoi. Et c'est reparti dans les années 70, quoi. Aujourd'hui, c'est une économie à part entière, je vous dis, une économie qui compte, quoi. Après-guerre, la culture de la noix a en effet été supplantée par celle du tabac, avant que celle-ci ne chute à son tour et que la noix ne reprenne enfin sa place. Depuis, la récolte s'est mécanisée, organisée. De grands noyerets de Franquette et de Grandjean, les deux variétés phares du Périgord noir, ont remplacé les noyers des fermes et des jardins familiaux. C'est dans son verger que Jean-Pierre se sent le mieux. Surtout à cette époque où la récolte touchant à sa fin, les feuilles de noyer en recouvrent le sol argileux d'un camailleux de brun. Oui, mais voilà quelques noix encore qui ont encore ce qu'on appelle le bog, hein. C'est ce qui entoure la noix toute la saison, quoi. J'ai acheté l'écomusée il y a une quinzaine d'années déjà. Un cousin, c'est une propriété que j'ai toujours connue parce que je venais ici tout gamin. Et pour moi, c'était important de revenir sur mes racines, quoi. Voilà. Déjà, j'aime la terre, quoi. Donc, les jeunes, j'aurais aimé être agriculteur. Voilà, je n'ai pas pu le faire. Et aujourd'hui, je me rattrape. Elles sont bonnes, meilleures que celles d'Isère. Un peu, obligatoirement. Non. Les gens me demandent si je ne suis pas un peu fou. Et si, je pense que oui, je suis un peu fou. Parce que j'adore, quoi. Voilà. Quand vous descendez là et que vous voyez toute cette enfilade de noyers, c'est bien, hein, non ? Plus loin, en Périgord noir, sous une frondaison jaunie, Serge Vigourou s'intéresse à une cousine éloignée de la noix. Un autre fruit d'automne protégé lui aussi par une bogue. Mais celle-ci est armée de piquants aiguisés et sert d'écrin à la châtaigne. Moins connue que celle d'Ardèche ou de Corse, la châtaigne du Périgord noir a pourtant un fort ancrage local. Cette châtaigne nous a toujours nourris, nous a servi. C'était deux choses. Il y avait le côté économique parce qu'on pouvait commercialiser ce produit. Et après, c'était le côté alimentaire. Et cette châtaigne nous a permis de nourrir aussi bien les animaux que nous. Surnommé l'arbre à pain, le châtaignier a effectivement permis aux Périgourdins de traverser les rudes hivers et certains épisodes de famine. Dans ce verger, on raconte volontiers que Jacou le Croquant aurait réussi à conquérir la fille du châtelain grâce à l'énergie fournie par les nombreuses châtaignes qu'il mangeait dans la forêt. Et on peut en dire autant de Serge, qui a trouvé en elle la force de reprendre l'exploitation familiale. Je suis la troisième génération de castanéiculteurs, c'est-à-dire les personnes qui cultivent et qui plantent ou qui ramassent les châtaignes. Cette passion m'est venue, moi c'est ma grand-mère, qui m'accompagnait ou qui me demandait de la suivre et qui me faisait voir, qui m'expliquait les châtaignes. Je suis né ici, on a commencé à faire nos premiers pas au milieu des châtaigniers, à se piquer les doigts. C'était la vie, c'était notre jeunesse, c'était nos racines. Ses racines, Serge en est fier. Et même si les temps ont bien changé, il aime se remémorer et faire vivre les traditions. Je vous présente la première machine à ramasser les châtaignes. C'était l'outil que me servait ma grand-mère, et chaque outil était différent les uns des autres parce que, bon, moi je fais 1m80, ma grand-mère faisait 1m50, 55, donc les outils étaient beaucoup plus courts. C'était pour éviter, parce que si vous ramassez à la main, vous êtes obligé de vous courber pour prendre. Et ceci, ça permettait de moins se courber, d'avoir moins de mal au dos, puis en plus de ça, ça évitait surtout de se piquer les doigts. Depuis,
La mécanisation est passée par là et le ramassage des châtaignes ne se fait plus de la même manière. Serge pose au printemps des filets qu'il relève en automne afin de regrouper les châtaignes. C'est ensuite au volant d'un aspirateur géant qu'il récolte, sans risque aucun, de se piquer les doigts. Sa femme, Camille, pourra alors transformer en une quinzaine de recettes ces fruits miraculeusement extraits de la machine sans leur bogue. Sur les eaux qui baignent la Roque-Gajac, village troglodyte à la végétation étrangement exotique, des embarcations plates charrient les touristes. Ces gabarres transportaient autrefois les richesses du pays jusqu'à Bordeaux, donnant le surnom de Rivière Espérance à la Dordogne. La noix était bien sûr du voyage, car à l'époque, elle était aussi prisée que de l'or, à tel point que les paysans acquittaient leurs dettes en sautier de noix. La noix a donc nettement contribué au développement économique du Périgord noir. On a même coutume de dire ici « rien n'est perdu dans la noix, sauf le bruit qu'elle fait en se cassant ». Un dicton hérité des veillées dénoisage, une vieille tradition qui perdure encore aujourd'hui. À Castelnau-la-Chapelle, Jean-Pierre amène personnellement des noix chez Suzanne pour une séance dénoisage. Allez, voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, vous venez du travail. C'est bien. Du travail. Du travail, du travail. Voilà, c'est reparti pour une saison, Suzanne. Une Hein? saison. Regardez comme elles sont belles cette année. Ah, ça c'est joli. Ça, c'est Ça va joli. vous plaire, ça. Oui, 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 ça Hein? c'est bien. Ça va vous plaire, parce que Ouais, je sais C'est quand de ça l'an vous plaît dernier. ou que ça vous plaît pas. Je sais, elles se séparent bien, elles se cassent bien. Belle noix, bien, regardez comme elles sont pleines. Ouais. C'est joli, hein. Non, je pense que ça va être une belle saison. Il existe des machines, mais le travail manuel est bien plus efficace pour préserver la beauté du cerneau. Cela offre en plus aux périgourdins souvent retraités un complément de revenus. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui le font. C'est vrai. Hein, ça c'est... C'est Je pas... pense que c'est plus des gens d'un certain Et les âge. femmes. Et des femmes, et beaucoup de femmes. C'est vrai Ouais. que... Les hommes, il y en a qui en font. Oui, mais peu, quand même, peu. Très peu. Voilà, très, très peu, voilà. Je pense que les femmes représentent au moins 80% des énoiseuses. Oh oui, oui, oui. Au moins. Oui, Au oui. moins. Donc c'est quand même déjà un travail de femme. Ça a toujours été... Peu rémunéré, ce travail demande patience, rigueur et volontarisme. On le pratiquait autrefois lors de veillées entre voisins, mais c'est devenu une activité très solitaire. J'ai appris moi, en étant gamine. Hein. C'était ça. Hein. On faisait le soir. Et on se marrait, quoi. C'était rigolo. Ce travail est en voie de disparition. La supériorité de l'homme, ou plutôt de la femme sur la machine, devrait toutefois apporter encore de longues heures d'énoisage à Suzanne. Mais pour l'instant, c'est la pause de midi. Et ici, on ne se contente pas d'un sandwich vite avalé. À l'autre bout du Périgord noir, l'heure du déjeuner arrive aussi pour Camille et Serge. On va manger que des produits de saison parce que la nature a tout prévu. La châtaigne, c'est un produit quand même qui est relativement riche en sucre lent. À l'époque, c'était la nourriture qui nous permettait de pouvoir nous réchauffer, d'avoir chaud au corps. Et au menu du jour, velouté de châtaigne. C'est quand même toujours aussi difficile à peler ces châtaignes. Mais c'est normal. Oui, oui. C'est pour ça que c'est bon. Faut se la gagner quand même, hein. Ah ben. Elles se laissent pas faire, les jeunes filles, là. Quand j'étais un peu plus jeune, oui, le temps passe, la première chose que me disait ma grand-mère ou ma mère, quand tu te lèves, tu allumes le feu. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile, on a de l'eau chaude, on a tout ça. Mais on allumait le feu dans la cheminée et on mettait à chauffer de l'eau. Et après, cette eau chaude servait à faire le bouillon. Voilà. C'était pas plus compliqué que ça. Manière ancestrale d'accommoder les restes, de pouvoir manger le pain rassis, trempé dans le bouillon à même l'assiette, la soupe est un incontournable en Périgord noir.
Et il est rare en milieu rural surtout de faire un repas sans, un peu comme la graisse d'oie ou de canard. La graisse de canard, oui, c'est un goût un peu différent. Et on n'est pas habitué à la cuisine au beurre. En plus, il paraît que c'est excellent pour le cholestérol. On a en Périgord des gens qui vivent soi-disant plus vieux qu'ailleurs. On a des centenaires. Donc il faut croire que c'est bon pour la santé. Alors on continue d'utiliser la graisse de canard. À table, à table! Pour que le velouté soit crémeux, Camille met 2 tiers de châtaigne et 1 tiers de légumes, exactement comme le faisait la grand-mère de Serge. Et la tradition a l'air d'avoir du bon. La tradition veut qu'on fasse chabreau. L'assiette déjà est spéciale, hein, c'est une assiette calotte qu'on appelle. Et on met un tout petit peu, alors bon, les anciens, eux normalement, c'était beaucoup plus. Hein. Nous, aujourd'hui, on est un peu plus... Donc, on mélangeait le fond du bouillon. Il y avait encore un peu de pain, un peu de légumes. Et après, on faisait chabreau, c'est-à-dire qu'on buvait à l'assiette. Alors, normalement, la dose des anciens, c'est qu'il fallait que le vin couvre la cuillère. On est beaucoup plus prudent de nos jours. Voilà. Celui qui fait chabreau, c'est la fin de quelque chose. Et c'est un moment, celui qui est habitué, c'est un moment de relaxation et de plaisir. Parce qu'avec ce vin, avec l'assiette chaude, vous avez les parfums de la soupe qui éclatent dans la bouche. Le chabreau ou chabrol aurait, dit-on, enrayé l'épidémie de peste au XVIe siècle. C'est dire si les gens d'ici le respectent. Le repas se poursuit avec un poulet au verjus et un fondant chocolat à base de farine de châtaigne, une farine sans gluten qui bénéficie d'un engouement croissant à travers le monde. Ainsi, le parent pauvre du Périgord noir, délaissé pendant des décennies, retrouve enfin ses lettres de noblesse. Chez Jean-Pierre, le bruit d'une mécanique presque désuète et un parfum de noix torréfiées s'échappent d'une bâtisse traditionnelle qui fait face au musée. C'est ici qu'il fabrique avec son collègue Philippe une huile de noix maison selon une méthode ancestrale. Cette presse daterait fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Une fonderie qui était à Souillac, pas très loin d'ici, dans le Lot, hein, donc, qui fabriquait ce genre de presse, qui était une révolution pour l'époque, puisque les presses anciennes étaient en bois, donc bien moins efficaces que celle-ci. Écrasés, pétris, réduits en pâte par cette meule de pierre, les cerneaux, ou ce qu'il en reste, sont ensuite chauffés à 60 degrés pendant une demi-heure environ. De l'huile de noix froide, ça existe. C'est un peu marginal en Périgord, parce que tous les moulins que vous verrez en Périgord ont une poêle. Donc ça veut dire qu'on chauffe l'huile de noix depuis toujours. Voilà. Donc ici, on garde les traditions, on chauffe l'huile, d'autant que nous, on estime que le goût de l'huile, c'est la chauffe. Voilà. Plus vous chauffez, plus vous aurez une huile forte. Plus vous avez une huile toastée, quoi. Obtenir une huile forte qui exhale des parfums de noix sèches et une pointe d'amertume, c'est le souci de Jean-Pierre aujourd'hui. Mais cela n'a pas toujours été le cas. L'huile quand même a beaucoup évolué, ça il faut le noter quand même, beaucoup évolué en Périgord, enfin comme ailleurs, mais surtout en Périgord. Autrefois, les gens, au niveau économique, ils vendaient la belle noix ou le beau cerneau, et tout le reste, ils le gardaient pour eux, pour faire de l'huile. C'était du cerneau qui était noir, on va dire. Donc ça veut dire qu'au départ, déjà, il avait du rance. Donc quand à la sortie, quand on faisait l'huile, forcément, le rance, il était toujours là, elle était toujours là. Donc c'est une huile qui se gardait pas trop longtemps. Cette huile, qui servait autrefois à s'éclairer ou à payer ses impôts, est devenue un mets apprécié des fins palais. Tout juste sortie de la presse, encore un peu tiède, il paraît que c'est là qu'elle est la meilleure. Elle est quand même belle. Elle n'est pas très chauffée, hein. Ça va, hein. Non, elle est à 60 degrés. Hein, comme tu disais, c'est pas pour les lampes à huile. Voilà. Pas ça. Pas celle-là. Pour nettoyer les artères, c'est parfait.
Chaque année, il sort de ce petit moulin traditionnel 18 000 litres d'huile pure, vierge, presque un élixir de jouvence, tant elle est parée de vertus médicinales grâce aux acides linoléiques qu'elle contient. C'est ainsi que l'on fait les chefs-d'œuvre en Périgord noir, avec 3 fois rien, une bonne dose de savoir-faire et quelques fruits aux couleurs d'automne. À Villefranche du Périgord aussi, le fruit est à l'honneur. Chaque année se déroule sur la place centrale la fête de la châtaigne et du cèpe, à laquelle participe bénévolement Serge et Camille. Aujourd'hui, on va griller environ 450 kg de châtaigne. Alors, cette fête a été créée il y a 27 ans. C'est essentiellement le bois de châtaignier, la châtaigne, et puis ses dérivés et ses traditions. Vous avez un feuillardier, qui sont des métiers anciens. Le feuillard servait tout simplement à cercler les tonneaux quand on les roulait, en particulier sur les quais pour les charger, sur les gabarres qui étaient pour aller jusqu'à Bordeaux. Le but n'est pas de faire de l'argent, le but c'est de pouvoir faire vivre cette économie locale d'une part, mais en même temps de garder ses traditions. Sur cette même place, autrefois, castanéiculteurs et grossistes se retrouvaient 2 fois par semaine pour débattre les prix. Aujourd'hui, la fête attire plus de touristes que d'acheteurs. La météo n'est pas avec Serge et Camille en ce jour de fête. Mais malgré la pluie, à l'heure de servir une omelette géante au cèpe cueillie cet été, la salle est pleine de convives. Nous-mêmes, nous sommes confrères de la châtaigne, du châtaignier et du champignon, mais nous recevons d'autres confréries qui sont des ambassadeurs de produits régionaux, locaux et traditionnels. Et puis c'est ouvert à tous les âges, mais c'est très convivial, c'est histoire de s'amuser, mais en même temps de garder des souvenirs de ce qui se passait, c'est pas très loin, hein, le siècle dernier. Pari réussi pour Serge et ses confrères. Danses et traditions d'hier réapparaissent à Villefranche du Périgord le temps d'un dimanche d'octobre. Demain, la petite bourgade reprendra son quotidien et les produits du terroir, eux, resteront bien présents pour que toujours en Périgord noir sonne à l'automne le bruit d'une noix ou d'une châtaigne tombant de l'arbre. Je vous propose aujourd'hui un gâteau facile à faire à base de chocolat et des produits de saison qui sont les noix et les châtaignes. Pour réaliser cette recette facile aux accents du sud-ouest, il vous faut 250 g de beurre, 210 g de sucre, 3 œufs, 150 g de chocolat noir, 105 g de farine, 100 g de potimarron, 15 g d'huile d'olive, 85 g de marron cuit et 3 g de sel. La première chose, c'est de mettre en pommade ces 250 g de beurre. C'est tout simplement un beurre mou, mais qui se tient. Je vais rajouter le sucre. Maintenant, je dois faire fondre le chocolat. Vous le posez délicatement à chauffer sur un bain-marie. Je laisse tranquillement mon chocolat fondre au bain-marie, tout simplement pour éviter de trop le chauffer et de le cuire. Et si je cuis trop mon chocolat, je vais avoir des notes amères qui ne seront pas bonnes. Pendant ce temps-là, je peux rajouter mes 3 œufs. Mon mélange est fait. Je chauffe ma poêle, je vais faire revenir mes potirons. On entend du bruit, c'est que l'huile elle est chaude, c'est agréable. Je vais pouvoir maintenant mélanger mon chocolat avec l'appareil. Regardez la belle coloration de ces potirons. Ils sont bien colorés, ils sont prêts à être égouttés. Alors pour cette recette, j'ai besoin de noix concassées. Tout simplement, vous prenez un couteau, vous les ouvrez comme ça. Je vais aussi rajouter ma farine. Alors, si possible, la farine, c'est bien toujours de la tamiser, alors, afin d'éviter tous les grumeaux. Mon appareil, mon gâteau est presque prêt. Je vais rajouter en dernier le sel, mais surtout pas sur les œufs, parce que ça va faire des grumeaux. Voilà, l'appareil est magnifique. Je vais garnir mon moule de moitié de l'appareil, ces noix au chocolat. Maintenant, je vais répartir ces cubes sur toute la surface du gâteau et je vais finir avec le reste de l'appareil. Donc là,
J'égalise les masses. Maintenant, je vais rajouter mes marrons, tout simplement coupés en 4. Maintenant, je vais cuire mon gâteau à 170 degrés pendant 15 à 17 minutes. Voilà. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très bientôt.